Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'échange aujourd'hui consacrée aux droits humains. Alors, Madame Agué, vous nous parlez des instruments juridiques qui sont liés à ces droits humains au Togo. Donc, comme je le disais, donc ces instruments juridiques qui existent au niveau international et régional et que le Togo a ratifié. Donc, le Togo s'est engagé à les appliquer dans son pays, enfin, au niveau national. Donc, à chaque instrument, il y a des mécanismes de protection. Donc, lorsque on ratifie un instrument au niveau des Nations Unies, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour veiller à l'application effective de ces instruments, du contenu de ces instruments. Donc, il y a un suivi que les mécanismes font pour voir si le Togo a pris l'engagement, par exemple, de construire des écoles qui soient accessibles aux personnes handicapées. Donc, il faudrait que au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, que les mécanismes-là viennent vérifier si effectivement le Togo a respecté l'engagement qu'il a pris en ratifiant l'instrument. Donc, il y a une période définie pour la mise en œuvre des engagements? Il y a une période définie. Lorsque vous ratifiez un instrument, en principe, 1 an après, le pays fait ce que nous appelons le premier rapport. Le premier rapport qu'il fait. Maintenant, par rapport à chaque instrument, soit selon une périodicité de 3 ans ou bien de 4 ans, c'est défini dans l'instrument même. Le Togo doit présenter des rapports périodiques. Donc, des fois, le Togo ne respecte pas aussi la durée ou bien le délai de présentation de ces rapports. Il fait des rapports cumulatifs sur peut-être plusieurs périodes. Peut-être il peut faire 5e, 6e, 7e rapport cumulé. Donc, ça veut dire que le pays est resté pendant plusieurs années à ne pas présenter de rapport à ce mécanisme des Nations Unies. Donc, au-delà des mécanismes qui sont adossés aux instruments, il y a ce que nous appelons les procédures spéciales ou bien d'autres mécanismes qui existent également, qui sont composés des experts des droits de l'homme, qui peuvent venir dans un pays pour vérifier la mise en œuvre effective d'un instrument ou bien venir vérifier la situation de droits de l'homme en tenant compte d'une spécificité ou bien d'une thématique donnée. Donc, il y a par exemple, je ne sais pas, un expert qui est chargé des personnes atteintes d'albinisme. Il y a un expert peut-être qui est chargé des violations, des violences faites aux femmes, qui peut venir voir sur cette thématique-là, qu'est-ce que le pays fait, comment est-ce que le pays protège les personnes qui sont concernées par ces thématiques-là. Mais ces procédures-là, ces mécanismes spéciaux peuvent être également saisis par les individus on se trouve dans des situations de violation de droits humains. Au niveau régional également, nous avons des mécanismes. Nous avons par exemple la Cour africaine de la justice. La Cour africaine de justice, nous avons la Cour africaine de droits de l'homme. Et au niveau ouest africain, nous avons la Cour de justice de la CEDEAO. Et au niveau national, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme qui veille à la promotion et à la protection des droits des personnes. Alors, vous appelez tous à œuvrer ensemble pour les droits des femmes, des personnes vulnérables et marginalisées par la vulgarisation des procédures de saisine des mécanismes internationaux des droits humains. Alors, quels sont les défis pour les personnes vulnérables en termes de recours à ces mécanismes? Je dirais que le premier ou bien le principal défi, c'est d'abord la connaissance de l'existence de ces mécanismes. Est-ce que nous savons que nous avons des droits? D'abord, on se rend compte que la majorité ou bien une grande part de la population ne connaît pas ses droits. En plus, ces mécanismes-là ne sont pas connus. Nous ne savons pas que lorsque, par exemple, les difficultés qui ont été soulevées tout à l'heure en termes de stigmatisation, en termes de discrimination, nous ne savons pas que lorsque nous faisons face à ces violations de droits ou bien aux abus, nous pouvons saisir par exemple la CNDH, nous ne connaissons pas. Il faut d'abord savoir que c'est une violation ou un abus. Il faut d'abord savoir que c'est une violation, un abus, et puis savoir ensuite que lorsqu'on fait face à la violation, à l'abus, on peut aller vers telle institution, bien telle structure pour pouvoir trouver réparation. Donc, je dirais que le principal défi, c'est là. D'abord, connaître ses droits, connaître dans quelle mesure on parle de violation, d'abus, et maintenant savoir l'existence de ces mécanismes qui nous protègent.
Donc, le deuxième défi serait de comment faire pour saisir ces mécanismes. Je sais maintenant que le mécanisme existe. Je sais qu'au niveau national, la CNDH existe. Mais comment est-ce que je peux aller vers la CNDH? Dans quelle mesure je peux aller vers la CNDH? Comment présenter le problème qui se pose à moi pour que la CNDH puisse me recevoir et traiter mon dossier? Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse connaître la procédure de saisine, savoir que lorsque je présente ma demande à ce mécanisme de telle façon, le mécanisme peut le saisir, peut se saisir de ce dossier et le traiter, ou bien lorsque je ne le présente pas de cette manière, le mécanisme ne peut pas le traiter. Et puis, savoir aussi le domaine de compétence. Est-ce que, par exemple, la CNDH peut traiter de ce sujet? De ce sujet, voilà. Simplement. Peut-être pour en ajouter, il y a aussi deux autres défis. Défi de, comment le dire, de reconnaissance ou de... Bon, est-ce que j'ai comment on l'appelle, la possibilité ou la prérogative de pouvoir saisir ces mécanismes-là? Il y a aussi cela, parce qu'il y a certains mécanismes que moi, je ne vais pas saisir personnellement, ou je n'ai pas la capacité juridique, comment on l'appelle là, quelle est l'expression que je n'ai pas la capacité de pouvoir saisir ces instruments-là, ou parce que déjà on ne me reconnaît pas, l'État ou ces instruments déjà ne me reconnaissent pas. Je voulais donner justement un exemple concret où nous sommes dans un exemple d'actualité, où quelqu'un qui défend la communauté LGBTQ au Togo par exemple va se dire qu'il va se plaindre. Vous voyez déjà là où ça va se bloquer. Il y aura déjà des blocages. Oui, on peut l'écouter, mais la personne a déjà peur pour sa sécurité. Déjà pour aller dire qu'il réclame un droit. Donc il y a justement tous ces aspects aussi. Et il y a aussi un autre défi qui est le manque de confiance à nos institutions ou à nos mécanismes mis en place. Quand on se dit déjà, quand j'y vais, je ne trouverai pas de solutions. Bon, on les connaît déjà. Déjà, il y a déjà de limites. Et ces défis-là, on doit les transcender. Quand on se dit déjà que notre justice, elle est comme ça, elle est comme cela. À tort ou à raison? Ça pourrait être à tort. Ça pourrait être à tort. Même, il faut l'essayer. C'est-à-dire, il faut y aller d'abord. Et quand tu n'as pas gain de cause, de te poser beaucoup de questions. Justement, parce que il faut le dire, au niveau sous-régional, par exemple, il y a certains mécanismes qui demandent à ce que vous épuisiez des recours au niveau national. Mais quand vous n'arrivez pas à exercer les recours ici, on ne peut pas vous entendre au niveau international. Donc, essayez d'abord quelque chose ici. Saisissez. La CNDH est là pour donner son avis sur les questions de violation des droits. La justice est là pour donner des décisions juridiques. Au cas où vous ne trouvez pas de gain de cause, il y a des mécanismes au niveau avancé qui peuvent vous écouter. Mais au cas où vous n'essayez pas et vous dites déjà que vous êtes limité, déjà que nous ne trouverons pas de solution, ou vous avez déjà aussi, c'est un grand défi déjà qu'il faut transcender pour pouvoir avancer sur les questions des droits humains. Alors, vous pouvez nous expliquer le rôle des organisations de la société civile en la matière? Non, mais peut-être avant de répondre à votre question, je voulais compléter tout à l'heure quand M. Tonto parlait de est-ce que il faut que je connaisse, que je sache d'abord si je suis habilitée ou bien si j'ai le droit de pouvoir saisir ce mécanisme-là. Je pensais qu'il allait parler de cet aspect où est-ce que l'État s'est engagé à reconnaître ce mécanisme-là. Donc, dans ce sens-là aussi, il y a cet aspect-là. Par exemple, la Cour africaine de justice, on ne peut pas porter plainte contre le Togo devant la Cour africaine de la justice, par exemple, parce que le Togo n'a pas encore ratifié l'instrument qui demande à ce que les ONG portent devant cette Cour. Oui, les ONG ou bien les instituts qu'on porte devant la Cour. Je pense qu'ils ne sont que 8 pays sur la trentaine tout à fait, à avoir signé. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut souligner. Il faut que l'État au moins reconnaisse d'abord, s'engage auprès du mécanisme d'abord avant que les citoyens puissent saisir le mécanisme. Maintenant, pour répondre à la question, quel est le rôle des ONG? Je crois que nous sommes, en tant qu'ONG ou bien organisation de la société civile, nous sommes dans notre rôle de
de promotion des droits de l'homme, rôle de protection des droits de l'homme également, en assistant par exemple les citoyens, les personnes vulnérables, les personnes marginalisées qui viennent vers ces organisations-là, à pouvoir trouver réponse à leurs questions d'abus et de violation. Donc, en étant dans ce rôle de protection des droits des personnes vulnérables et marginalisées, nous avons, l'obligation de faire connaître ces mécanismes-là, de pouvoir assister les personnes qui viennent vers nos organisations à pouvoir recourir à ces mécanismes-là à cas de besoin. Lorsque vous êtes dans un rôle de protection, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons des missions, bien des mandats limités. Nous ne pouvons pas trouver solution pour la réparation des cas de violation en tant que tel. Nous pouvons faire peut-être la médiation, essayer de trouver des solutions consensuelles avec les personnes. Mais lorsqu'il faut aller trouver des sanctions, il faut aller vers la réparation de la violation. Il faut que notre rôle, c'est de pouvoir conduire les personnes vulnérables et marginalisées vers ces procédures-là. Comment connaître qu'il y a les mécanismes qui existent, qui les protègent et comment les assister en cas de besoin dans la procédure de saisine de ces mécanismes. Monsieur Tonto, quel défi majeur, vous, en tant que défenseur des droits humains, rencontrez-vous aujourd'hui sur le territoire national? Merci. Les défis, justement, comme vous venez de dire, ce sont les défis qui sont majeurs, parfois. des défis, aujourd'hui, par exemple, au Togo, plus spécifiquement, en tant que défenseur des droits humains, nous ne sommes pas protégés. Il n'y a pas un instrument que je vais dire tout simplement ou un mécanisme qui est mis en place justement pour protéger les défenseurs des droits humains. Cette lutte-là, ça a commencé depuis très longtemps. Ça avance et ça recule en même temps. Ça avance et ça recule en même temps. Où aujourd'hui, par exemple, en tant que défenseur des droits humains, tu n'as pas à se dire non que je suis en train de travailler justement parce que ou par exemple en tant que journaliste on a comment vous l'appelez ce qui vous protège justement en tant que journaliste où vous passez une information en tant qu'instrument juridique où on va se référer justement avant de vous entendre sur ce que vous avez fait en tant que journaliste. En tant que défenseur des droits humains, il n'y a pas quelque chose comme cela. Quand je suis dans ma fonction ou en tant que défenseur des droits humains, je porte une affaire, on ne me reconnaîtra pas en tant que défenseur des droits humains, mais en tant qu'individu. C'est un peu ça aussi. Hein. Il y a aussi ce souci d'intimidation en tant que défenseur des droits humains où tu vas dans une localité où tu n'es pas aussi reconnu. C'est propre au Togo ou non, partout dans le monde? C'est partout, justement. Vous êtes une paria. Parce que notre travail en tant que défenseur des droits humains, c'est de surveiller. Et surveiller, pas seulement, mais de dénoncer, de dire ce qui ne va pas et de taper peut-être sur le dos de l'État souvent, parce que c'est comme ça qu'on nous voit. Nous sommes les gens qui dérangent souvent, parce que on se dit qu'on réclame tout le temps, c'est nous qui ne sommes toujours pas satisfaits, et on fait ceci, on dit oui, ok, d'accord, mais il y a cela qu'il faut faire, on fait cela, on dit d'accord, il y a cela qu'il faut faire. Bon, c'est comme ça qu'on nous voit que les gens qui dérangent toujours, mais nous sommes là pour surveiller. Et justement, d'ailleurs même nous sommes un mécanisme, si on peut le dire, qui surveille justement les instruments là, ou les engagements que l'État a pris, parce que, je viens de le dire tout à l'heure, l'État a le droit de protéger, et même pas seulement de protéger, mais de mettre en œuvre ces engagements-là qu'il a pris. Donc, nous sommes là justement pour rappeler à un certain niveau à l'État que oui, vous avez pris ces engagements-là, mais vous devrez les respecter parce que vous avez un rapport à envoyer. Et justement, en tant qu'organisation de la société civile ou en tant que défenseur des droits humains, il y a des rapports alternatifs que nous produisons aussi pour dire l'État avait pris ces engagements-là, mais nous avons constaté ceci, cela et cela. Quand l'État présentera ce rapport, il y a aussi des défenseurs
défenseurs des droits humains en tant qu'organisation de la société civile qui présentent aussi des rapports qui ne sont pas toujours conformes à ce que l'État a présenté. Et c'est là aussi que les intimidations, les choses commencent. Alors, Madame Aguet, le discours qui dénonce la promotion des droits humains comme un instrument d'ingérence de l'Occident gagne en importance dans certains pays, que ce soit africains ou d'Asie, au sein des régimes dits autoritaires, sous le prétexte de respect de la souveraineté. Alors, dans quelle mesure vous pensez que la coopération internationale est essentielle pour la protection, pour la promotion de ces droits humains? Oui, la coopération internationale est, disons, indispensable pour la protection des droits humains parce que déjà, les États, même si on reconnaît que chaque État est souverain, les États, avec les instruments ou bien le système des droits humains, ils ont mis en place des mécanismes qui leur permettent de pouvoir faire d'abord un plaidoyer entre eux. Il y a ce qu'on parle de diplomatie préventive, où c'est peut-être les États qui portent lorsqu'on se dit « Ah, voilà, dans tel pays, il y a une situation de droits humains qu'on doit pouvoir dénoncer ou bien il faut que la communauté internationale puisse intervenir pour rétablir un peu l'équilibre parce que quoi qu'on dise, les droits humains permettent de pouvoir protéger les individus contre l'arbitraire, contre les situations de barbarie et autres. Donc, les autres États sont là et la plupart du temps, ils ne font pas d'ingérence en tant que telle dans la gestion des affaires publiques d'un autre État, au nom de cette souveraineté. Mais ils sont là, ils font des recommandations, ils font des pressions. Et surtout lorsqu'on est dans un État où on a besoin peut-être de l'assistance financière au nom de la solidarité internationale pour pouvoir faire avancer un certain nombre de projets, de programmes de développement dans notre pays ou bien dans d'autres pays. Il faudrait qu'on puisse respecter les règles auxquelles nous avons accepté d'adhérer au niveau international pour que cette coopération-là puisse avancer. C'est comme si on prend un cas tout à fait simple, c'est comme si vous avez besoin d'aller vers une personne pour pouvoir demander quelque chose et la personne a ses conditions. Donc, vous respectez les conditions. Apprendre ou à laisser. Vous respectez les conditions. Vous avez ce dont vous avez besoin. Vous ne respectez pas les conditions. Alors, pour finir rapidement, M. Tonto, quelle initiative ou développement pourrait renforcer la protection des droits humains au Togo? Initiative, déjà, c'était déjà l'ouverture. L'ouverture à la discussion et à la compréhension, aux notions justement des droits humains. Parce que là, nous sommes en train, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que défenseurs des droits humains, nous sommes en train de faire notre part en éduquant, en informant la société sur ce qui est leurs droits déjà et comment les défendre, comment les protéger. Mais aussi, c'est de comprendre que ces droits sont déjà inhérents à nous et qu'en aucun cas, on ne peut pas s'autoriser à les violer ou à en abuser. Donc, c'est cette ouverture de dialogue, de discussion ou de, comment on l'appelle, ou de volonté, justement, d'aller en avant ou de créer une société plus inclusive qui ne laisse personne de côté, comme le dit les objectifs de développement durable. Oui. Si on a cette vision-là, on aura peut-être une société un peu avec ses droits respectés et humains. Merci. Madame Aguet, une société inclusive est-elle possible au Togo? Elle est possible si chacun joue sa partition. Si chacun joue sa partition, les OSC doivent continuer leur rôle de veille et de suivi de la mise en œuvre des différents mécanismes. Et les acteurs étatiques doivent jouer leur rôle, respecter leurs engagements, leurs obligations de respect, de promotion et de réalisation des droits humains. Et tous les autres acteurs et les médias continuer leur
obligation d'information pour que la population puisse s'approprier les principes fondamentaux des droits humains et puisse revendiquer leurs droits en cas de besoin. Ce sera tout pour échange aujourd'hui. Merci Michel Aguet d'être passé sur ce plateau. Vous êtes secrétaire général du GF2D, groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement. Merci également à Eric Sourdonto. Vous êtes juriste chargé de projet à l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.